En 2025, j'ai pu échanger avec plus de 300 CEO, CPO et CTO de leur sujet product et j'ai vu que de gros changements étaient en train d'arriver. Et dans cette vidéo, j'avais envie de te partager mes 10 prédictions à partir de ces discussions sur le futur du product pour 2026. Alors déjà un peu de contexte, comment j'en arrive à ces prédictions? C'est pas de la magie en réalité, c'est juste que je passe beaucoup de temps en Europe et également aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'y passer un peu de temps en novembre dernier à parler, à échanger avec des execs de boîtes de software. Et ce que je peux voir, notamment en tournant mes documentaires à la fois dans la Silicon Valley et à Barcelone, qui étaient en fait des documentaires sur la même thématique, comment les boîtes utilisent l'AI pour construire des produits. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a d'énormes changements qui se passent, notamment entre 2025 et 2026, et ça, autant dans des boîtes AI natives que j'ai pu interviewer, comme Eleven Labs, OpenAI, Rippling ou N8N, que des boîtes qui sont non AI natives et qui sont en train d'essayer d'introduire très très fort l'AI parce qu'elles voient la valeur ajoutée. Et donc ce que je peux dire, c'est que 2025 était vraiment une année de questionnement pour moi sur ces sujets d'évolution du métier de product. Il y a plein de choses qui se passent, notamment via l'AI, et pas que, mais aussi je pense que 2026 va devenir une année de passage à l'action. Pour moi, il y a deux facteurs qui expliquent cette évolution énorme et rapide du rôle. Le premier facteur, il est technologique, je viens de l'évoquer, avec l'arrivée de l'AI et le fait que l'AI devient vraiment excellente d'un point de vue qualité. On arrive à faire évoluer paquet des volets du métier de product. Et le deuxième truc, c'est un facteur économique, où en fait, vous connaissez, on est dans une phase économique où les boîtes font gaffe à leur cash, elles investissent différemment, elles prennent des décisions qui sont un petit peu différentes par rapport à avant, et elles ont surtout moins de moyens. Et donc ces deux facteurs font que le métier est en train vraiment de se transformer, et je pense très sincèrement que c'est durable. Donc sans plus attendre, je vais te parler de ma première prédiction. La première prédiction pour 2026, c'est que le product, et à nouveau je parle du métier de product comme la discipline, ça va devenir le nouveau goulot d'étranglement dans les boîtes tech. Alors pourquoi ça? En fait, avec l'arrivée massive et l'utilisation massive, l'adoption massive des outils de code gen, donc j'entends par là des outils comme Cursor, Replit, Lovable dans une certaine mesure également, Claude Code, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Ces outils, ils sont en train d'accélérer drastiquement la capacité à livrer, bien sûr du code, mais à livrer des fonctionnalités. En fait, les ingénieurs en ce moment, ils sont en train d'adopter massivement, Claude Code notamment, mais ces autres outils, ce qui fait que cette partie delivery où le ou la PM était quand même souvent acteur ou actrice, elle est en train d'accélérer drastiquement. Et le ou la PM va avoir de moins en moins d'utilité à venir aider sur cette phase-là. Le deuxième truc, c'est que les équipes techniques, elles shippent de plus en plus vite que jamais en réalité. Ce qui fait que quand générer du code et shipper des features, c'est plus ce qui ralentit une boîte, en fait, la vitesse et le point critique de vitesse d'une boîte, il va se déporter en amont sur la chaîne de développement de produit. Et en fait, il va se déporter où? Il va se déporter sur les décisions. En gros, il va falloir décider de plus en plus vite, arbitrer de plus en plus vite, prioriser de plus en plus vite pour se dire qu'on va sortir telle idée ou telle fonctionnalité demain, la semaine prochaine, le mois d'après. Et en fait, le truc, c'est que l'arbitrage, la priorisation, ça reste quelque chose qui est très humain. C'est de la politique, c'est de l'alignement, c'est très complexe en réalité. Et aujourd'hui, l'AI n'est pas complètement capable de faire ça. L'AI, elle va pouvoir couvrir des trucs du genre aller rassembler de la connaissance, pinguer des gens avec le bon niveau d'information sous certaines conditions. Néanmoins, la décision en elle-même, le fait d'embarquer les gens, de les convaincre, ça c'est encore très compliqué, c'est pas à l'AI de le faire, c'est à des humains. Et en fait, il y a un moment où toute la pression de décision, elle va rester sur une partie de l'équipe et c'est souvent les équipes produits. Et c'est pour ça que je dis que ma prédiction 1, c'est que le product va devenir le nouveau goulot d'étranglement dans les boîtes. Ma deuxième prédiction, elle porte toujours sur le métier de PM, c'est que l'IA va révéler le niveau réel des product managers tels qu'ils s'appellent aujourd'hui. En fait, l'IA, pour moi, ne va pas remplacer les PM comme on en a beaucoup entendu parler. En tout cas, ne va pas remplacer le product comme on en a beaucoup entendu parler. Elle va en fait les mettre à nu. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, le marché des products aujourd'hui, notamment en Europe et en France, puisque la vidéo est en français, j'imagine que tu es français si tu regardes la vidéo, le marché, il est assez hétérogène. Tu vas avoir des product managers qui sont des gens qui réfléchissent assez strat ou qui sont, je dirais, full stack d'ailleurs, qui englobent toute la chaîne de développement produit. Ils sont capables à la fois de prendre des décisions stratégiques, d'arbitrer, ce que je disais en prédiction numéro 1. Ils vont être capables de dialoguer avec des designers, ils vont être capables de convaincre des gens. Et ils vont être capables également d'être assez convaincants avec les équipes d'ingé pour se coordonner avec eux, pour discuter de tech avec eux, etc. Et puis tu as des PM qui sont beaucoup plus compétents sur la partie ingé, mais qui sont moins forts sur le reste. Ils pensent moins business, ils ont moins de bagages pour prendre des décisions stratégiques, ou tout simplement, ils sont moins influents dans la boîte, on leur fait moins confiance. Et en fait,
ce marché-là, je pense qu'il va beaucoup bouger parce que l'AI, si tu es un PM qui sait par les strats et poser un problème, l'IA, ça va devenir un levier énorme pour toi pour accélérer la résolution de problèmes notamment. Tu vois. Par contre, si tu ne sais pas résoudre des problèmes, si tu ne sais pas bosser sur cette partie stratégie du PM qu'on voit dans les bouquins globalement, je pense que l'IA, ça va devenir un vecteur, un accélérateur de bruit assez fort. Et en fait, tous les PM dits passe-plat ou gestionnaires de backlog, ils vont devenir inutiles pour moi. Parce que l'IA saura s'occuper de ça, sans problème. Et surtout parce que les ingénieurs, du coup, comme ils utilisent Claude Code ou des outils comme on l'a dit tout à l'heure, et d'autres technos, je parle là des technos les plus connus, ils sont en complète autonomie aujourd'hui pour shipper la fonctionnalité et pour comprendre eux aussi ce que ça implique derrière la fonctionnalité, l'enjeu business qu'il y a. Et donc je pense, pour finir sur cette prédiction 2, que l'IA notamment va créer un écart énorme en 2026 entre les PM qui sont dits bons et full stack et les PM moyens qui ont historiquement vu leur périmètre très réduit sur la partie delivery. J'interromps cet épisode 30 secondes pour te présenter Stellar, l'entreprise derrière ce podcast. Chez Stellar, on aide les dirigeants de boîtes tech à transformer leurs produits en vrai levier de croissance. Car on ne considère pas le product comme une dépense, mais comme un générateur de revenus, tout comme le marketing ou les sales. Pour faire ça, on a réuni 30 CPO et CTO qui ont fait le succès des plus belles boîtes tech comme Zenly, Photoroom ou YouSign. Et on a accompagné plus de 70 clients comme TimeLeft, Joko et Phoenix. Donc si ton organisation produit ne participe pas encore à la croissance de ta boîte, on t'offre un audit de 30 minutes pour comprendre pourquoi. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Allez, on retourne à l'épisode. Ma prédiction numéro 3, elle porte sur le lien entre le product et les revenus. Et moi, je pense que le product va devenir non pas contributeur au revenu, mais co-responsable du revenu une bonne fois pour toutes. Alors je m'explique rapidement. En fait, en Europe, on voit 3 degrés de maturité product dans les boîtes. Premier degré de maturité, c'est les boîtes qui voient le product comme une fonction support. Le deuxième degré de maturité, c'est les boîtes qui voient le product comme un moteur de delivery, en fait un moteur à livrer des fonctionnalités. Et le troisième degré de maturité, c'est les boîtes qui voient le product comme un moteur de croissance. Et en fait, en Europe notamment, la majeure partie des boîtes, elles en sont au degré de maturité 2. Les boîtes les moins avancées, elles voient le produit comme secondaire, elles sont au degré de maturité 1. Et les boîtes les plus avancées, elles le considèrent comme un vrai levier de croissance. Et en fait, moi, je pense que de plus en plus de boîtes, il va y avoir une bascule vers ce degré numéro 3, ce degré maturité numéro 3, qui vont être des boîtes donc, qui vont considérer le produit comme un vrai moteur de croissance. Ils vont voir le produit et les membres de l'équipe produit comme des co-responsables à la croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les boards des COMEX vont demander à leur équipe produit et tech de l'impact sur le pipeline, de l'impact sur la rétention, de l'impact sur l'expansion, de l'impact sur toutes les métriques business qu'on peut imaginer. Si tu regardes cette vidéo et tu te dis que c'est déjà le cas, tant mieux pour toi. Mais je t'assure que ce n'est vraiment pas la majorité des équipes. Et je pense que c'est bon pour toutes les boîtes de software de France et de Navarre de s'y mettre très sérieusement. Et je pense que donc, du coup, ça va commencer à arriver. Je le vois dans mes discussions. Il y a quand même beaucoup de CEO notamment qui se posent cette question de comment faire cette transition. Au final, pour avoir des décisions produits sur l'argent généré, ce qui ne veut pas dire qu'il faut connecter toutes les idées et les initiatives à des euros ou du MRR. Ce n'est pas le sujet. Mais néanmoins, le plus possible, le connecter à des métriques business en effet. Ma prédiction 4, elle fait transition avec la précédente, c'est que le rôle de CPO va évoluer vers un rôle de Chief Growth Officer dans certaines boîtes qui vont vouloir justement accélérer très fort ce rapprochement entre la croissance et le produit. Je m'explique. En fait, pour moi, le CPO, il a longtemps été un peu le garant d'une bonne organisation au produit notamment, même pas la tech, au produit, le garant ou la garante de la vision, de la strat et un peu de tous ces artefacts produits qu'on connaît. Et en fait, très peu en Europe, on a vu des CPO vraiment engagés et co-responsables de la croissance. On faisait appel à eux pour des sujets qui étaient en fait un peu secondaires à nouveau, un peu des déclinaisons de la croissance. Et moi, je pense que le futur CPO va plus parler de MRR, d'ARR et de métrique business que de vision et de roadmap. En fait, je pense que l'idée, c'est que le fossé entre product et growth, il est en train de se réduire drastiquement. C'est accéléré évidemment dans ce contexte économique dont je parlais au début. C'est accéléré via ce contexte écologique, puisqu'en fait, l'AI est en train de prendre une partie du rôle de l'équipe produit. Et donc, je pense que le CPO va devenir co-responsable de la croissance avec le reste de la boîte, avec le CEO notamment, et que du coup, on va voir des boîtes avec des CGO, donc des Chief Growth Officer, et en dessous, pour certaines, de la tech, en dessous, pour certaines, des disciplines qui sont un peu un mélange entre le produit, le design,
qu'on appellera d'ailleurs plus product management. Alors, c'est une prédiction, je pense, qui est très future. Je vois déjà des premières boîtes se poser des questions, c'est aussi pour ça que j'ai mis cette prédiction. Et donc, je pense que pour 2026, il y a des gens qui vont engager ces décisions. Et donc, j'ai trop hâte de voir que dans les boîtes, on ne voit plus vraiment de CPO comme on a pu le voir avant, avec des boîtes qui engagent des efforts de réorga comme ça. J'ai hâte de voir les résultats que ça va donner et j'espère que ça va en inspirer plus d'un. La prédiction numéro 5, elle est complètement en rapport avec cette prédiction sur les CPO. Je vais parler plutôt d'environnement early stage, de boîte early stage. Et ça, j'ai pu le voir avec des cas concrets que le métier de First PM, le rôle de First PM, qui a longtemps été documenté, je l'ai beaucoup documenté aussi, c'est un rôle qui me passionne beaucoup. Je pense qu'il va commencer à être remplacé par des rôles de Product Growth, un peu comme ce fameux sujet de CPO et Chief Growth Officer. C'est en fait deux boîtes qui m'ont donné ces idées et qui m'ont donné un petit peu ce début de tendance que je vois arriver du coup dans d'autres boîtes maintenant, Full & Rich et Submagic, qui sont deux boîtes montées par des copains, c'est deux boîtes françaises qui ont dépassé, pour vous donner une idée, les 6-7 millions d'ARR et qui sont en plus construites sur des équipes extrêmement réduites et qui sont en train de réfléchir à la suite en se disant il va me falloir un premier recrutement product. Et donc ils sont venus me voir à un moment en me disant mais t'en penses quoi de recruter un product growth? Et donc moi j'essaie de comprendre un peu et en fait ce qu'ils recherchent ces gens-là c'est des profils produits qui ont vraiment une culture produit forte, qui savent créer des émotions dans un produit, qui savent créer des expériences dans un produit, mais également qui vont avoir un rôle très rapproché, qui vont être garants, en fait, qui vont être responsables de métriques très particulières dans le produit. Alors souvent, ils prennent ce modèle, ce fameux funnel art qu'on connaît tous et toutes. Et du coup, c'est vachement intéressant de le voir comme ça, parce que c'est vrai que longtemps, on a vu plutôt des boîtes aller chercher des first PM assez généralistes, parce que à ce stade de boîte, il faut des gens qui sont très généralistes. Là, ils cherchent vraiment des experts de la métrique, des gens qui vont réussir à très vite faire évoluer, progresser ces métriques très très fort, à l'image de la croissance de la boîte typiquement. Et donc je pense que le PM neutre, comme on a pu le voir avant, un peu full stack, un peu généraliste, le first PM en tout cas, il va commencer à disparaître dans pas mal de boîtes qui vont plutôt aller chercher ces profils de Growth PM ou de PM Growth, peu importe comment on les appelle. Ma prédiction numéro 6, elle porte sur la façon de faire du produit, donc le process de développement de produit au sens large. Et je pense que ce qui va se passer en 2026, c'est que les boîtes dont les workflows produits, process de développement produit ne sont pas AI native, elles vont vraiment prendre du retard. Je pense que vraiment la majorité des boîtes vont devenir AI native dans la façon dont elles créent du produit. Pourquoi je dis ça? En fait, je pense que en 2025, on était vraiment dans une année de questionnement. À chaque fois que je parlais à une boîte, et je parle à nouveau en Europe plutôt qu'aux US, là, beaucoup de boîtes étaient en train de se dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je peux faire exactement, quels sont les use cases sur lesquels je peux mettre de l'IA dans mon orga. Dans mon produit, c'est un peu plus clair, il y a des essais, mais il y avait encore beaucoup de questionnements. Il y avait beaucoup de FOMO également, il y avait pas mal de craintes aussi, de scepticisme, comme j'ai pu en parler dans mon documentaire tourné à San Francisco notamment. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'on est en février 2026 quand j'enregistre cette vidéo, et je vois une bascule en ce moment. Ça y est, enfin on y est. Je vois des gens, des COMEX, des CEO, des CPO, des CTO, qui sont en train de passer à l'action sur l'intégration de l'IA. Ils sont en train de chercher en ce moment les 2-3 premiers use cases qui vont avoir le plus d'impact, d'influence en fait dans toute leur boîte pour transformer complètement leur organe notamment pour faire du produit via de l'AI. Mais je parle aussi de faire du produit. Là, dans cette vidéo, on parle de produit. Je parle en fait même de tous les métiers au sens large. Et donc, 80% de mes discussions en ce moment, en 2026, elles sont portées là-dessus. Comment je fais avec l'AI maintenant pour agir? Comment j'enclenche le truc? Et sur Stellar, sur ma boîte à côté, on bosse activement sur ce sujet. D'ailleurs, je vais vous tenir au juste sur ce qu'on va faire. On va bosser sur une offre AI et on est en train justement de se dire quels sont les 2-3 use cases principaux sur lesquels les COMEX peuvent agir dès maintenant. Quand je dis dès maintenant, c'est la semaine prochaine en réalité. Et je pense que le gros facteur, la grosse difficulté pour tous ces CEO, c'est comment est-ce qu'on embarque les équipes une fois qu'on a initié une idée, comment on le fait, on généralise l'adoption. Donc moi j'ai trop hâte de voir comment les boîtes vont bosser sur tout ce cycle de développement produit, comment elles vont revoir leur discovery, comment elles vont revoir toute la synthèse des données, comment elles vont automatiser ça, comment elles vont revoir la collaboration, comment elles vont accélérer le prototypage, comment elles vont faire vivre la documentation, tout ça à scale dans les boîtes. Hâte de voir ce qui va se passer. Et je pense que là à nouveau on va assister à une augmentation de vitesse assez folle dans la façon de créer des produits. Et je pense que ça va avoir à nouveau un impact global sur tous les métiers du produit. Donc hâte de pouvoir documenter ça d'ici 12 mois si je refais cette même vidéo. Ma prédiction numéro 7, c'est que les métriques produits traditionnelles, elles vont mourir.
Alors qu'est-ce que j'entends par là? En fait, je pense que l'activité produit, la mesure de l'activité produit, la mesure du product work, comme on dirait en anglais, c'est plus une preuve d'impact suffisante. C'est ce qu'on a longtemps fait. On a longtemps mesuré le nombre de tickets clos, le nombre d'expérimentations menées en parallèle sur une semaine, un mois, un trimestre, le nombre d'utilisateurs interviewés, le nombre de features shippées. Et en fait, ça va devenir très secondaire, voire inutile de faire tout ça quand, dans un contexte où l'AI est en train de prendre une grande partie du métier, l'AI va lancer plein d'expérimentations, l'AI va pouvoir clore des tickets toute seule parfois, etc. Et tu ne vas pas t'amuser à les compter ce que l'AI fait. Et en fait, ça va devenir hyper inutile de suivre toutes ces métriques. Par contre, tu vas vouloir suivre évidemment l'impact de l'équipe produit et des choix produits sur le revenu par interaction, sur la rétention, sur le churn. Ça, c'est des métriques qui, dans plein de boîtes, notamment les boîtes qui sont sur un degré de maturité 3, qui pensent revenu et croissance, ça fait très longtemps qu'ils sont passés par là. La réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup de boîtes dont l'équipe produit ne mesure pas tout ça, n'a pas d'influence directe et n'est pas évaluée sur ça en réalité. Donc je pense que moi, le product va devenir mesuré en argent et plus du tout en activité comme par le passé. Ma prédiction numéro 8, elle va porter sur le churn massif qu'on va voir en 2026. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis qu'il va y avoir un churn massif en 2026? En fait, je pense que 2026, ça va être un peu l'année des renouvellements d'abonnements un peu douloureux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de produits, notamment les AI wrappers. Si tu ne sais pas ce que c'est, en gros, un AI wrapper, c'est par exemple Lovable. Alors c'est peut-être le pire exemple parce que Lovable montre aujourd'hui des tractions de dingue. Mais il y a plein d'outils qui ont repris un peu, vous savez, cette mode qui est d'arriver sur la homepage, d'avoir une chatbox. On tape un truc, ce qu'on veut, et en 2 secondes, on a le résultat. Ça fait effet wow, garanti. Et donc notre pic de curiosité, il est énorme. On a envie d'en savoir plus, on a envie de jouer avec. Et c'est là où on nous demande notre carte bancaire. Et donc c'est là où on va payer le premier mois d'abonnement, et puis 2 mois, 3 mois, et puis certains laissent passer, d'autres continuent. Mais dans le lot, il y a quand même beaucoup de gens qui vont churner parce qu'ils se disent qu'en fait, le pic de curiosité, c'était beaucoup de dopamine. C'était pas mal au début, c'était impressionnant. Mais il y a un nouvel outil qui est sorti, mais il y a un nouveau truc qui est sorti, mais Claude a fait une mise à jour, Anthropic, Perplexity, etc. Bref. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce revenu de curiosité, il est bien au début, mais tous ces outils en fait voient beaucoup de churn et je pense que ça va se généraliser. Même sur les boîtes qui ne sont pas AI native, qui ont lancé des fonctionnalités, qui ont fait par exemple, qui ont augmenté leur pricing du fait de ces fonctionnalités et qui en fait, du point de vue utilisateur, la valeur perçue n'est pas si élevée que ça. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont tomber malheureusement, des produits qui vont tomber ou des investissements dans des boîtes qui ont beaucoup investi sur l'AI qui ne vont pas fonctionner. Et donc on va assister à une vague de churn massive. On va assister à beaucoup de tri, beaucoup de nettoyage. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'opérations de M&A notamment, beaucoup de rachats. Ça a commencé, si vous regardez un peu l'écosystème product, je viens de faire un post là-dessus sur le nombre d'opérations de rachat dans l'écosystème des outils pour les products. Et quand on voit des Atlassian racheter plein de boîtes, des Amplitude, etc., racheter des boîtes ou des équipes, parfois des acqui-hire, on dit dans le jargon, je pense qu'on va continuer massivement bien plus en 2026 avec le nombre de boîtes qui se lancent et qui ne sont pas si utiles que ça. Ma prédiction numéro 9, elle porte sur le pricing produit. Ça, c'est un grand débat. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de pricing, puisque les techno AI et la façon dont on les commercialise pour être rentable, c'est très challenging en ce moment. On a vu beaucoup de choses. Néanmoins, ce qu'on a beaucoup vu comme modèle de pricing, historiquement, c'était le pricing par siège, donc le per seat pricing. Et ça, je pense que c'est plus une bonne unité de valeur dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je pense qu'en fait, dans un monde d'agents et de workflow automatisés, le nombre d'utilisateurs humains, il va devenir secondaire en réalité, pour beaucoup d'outils, pour beaucoup de boîtes. Et je pense qu'en fait, on ne paye plus pour un siège aujourd'hui, on paye pour une tâche exécutée, on paye pour une résolution de problème, pour un résultat. Et donc je pense qu'on va voir une baisse assez forte du per seat pricing et on va voir en face des pricing plutôt hybrides comme de la subscription plus de l'usage, du pricing per task, donc par tâche quoi, et du pricing par résolution de problème comme je disais juste avant. J'en ai parlé notamment avec Anto qui est la CEO de Lago que j'ai reçu 2 fois sur le podcast, qui connaît extrêmement bien ce sujet puisque elle a un peu une boîte là-dedans et m'a envoyé un article où les gens étaient assez d'accord sur cette évolution, sur le fait de se dire qu'on va voir la fin arriver de la domination du pricing par siège. Donc pareil, c'est très technique, mais j'ai hâte de voir quand même comment les gens vont se débrouiller, quelle version hybride du pricing ils vont adopter pour leurs produits et pourquoi surtout les raisons. Parce qu'on ne sait jamais, hein, c'est un peu nébuleux et beaucoup de boîtes sont en train de tâtonner un peu sur ces sujets. Donc hâte de faire le bilan dans 12 mois là, sur ces sujets de pricing. Et enfin, ma 10e et dernière prédiction pour cette vidéo, c'est que pour moi, les produits fonctionnels, ils vont devenir invisibles. Alors je vais m'expliquer, qu'est-ce que je veux dire par produit fonctionnel? En fait, je pense que
en 2026, un produit qui est juste correct va devenir invisible face à d'autres produits qui vont faire un travail beaucoup plus fort sur les émotions, sur la brain, sur ce que ces produits procurent chez les gens, chez les utilisateurs. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que l'IA, elle est en train de rendre tout plus rapide, plus propre, plus fonctionnel dans les produits, à la fois quand tu l'utilises en tant qu'ingé et product, mais à la fois quand tu crées un produit IA tout simplement. En fait, la fonctionnalité en tant que telle, comme on l'a vu historiquement dans les produits, on le voit bien sur les grosses plateformes SaaS, vous allez sur le site, il y a 15 millions de fonctionnalités, vous cherchez un peu la feature qui vous va. Je pense que ça va devenir une commodité. Tu vas plus être en train de te dire il faut que je sorte telle fonctionnalité et ça va tout changer. Je pense que ce qui va rester rare en fait dans les produits, ça va être de l'opinion. Ça, on le voit très bien avec une boîte comme Linear, par exemple, qui a pris une opinion sur le métier, avec un manifesto, etc. C'est très clair comment ils veulent quelque part imposer la façon de faire du product work. C'est vraiment ça qu'on sent quand on va bosser avec Linear, quand tu es product sur Linear. Ensuite, je pense que ce qui reste rare, c'est le goût, la personnalité et l'émotion. Linear fait très bien d'ailleurs tous ces critères. C'est très intéressant de voir comment ils ont fait, alors que ce n'est pas une boîte qui est dite AI native initialement. Et je pense que, pour reprendre les propos d'une certaine Elena Verna, je t'invite à regarder son boulot si tu ne connais pas. Elena Verna qui est growth, la first growth de Lovable. Je pense que la brand va devenir réellement un sujet product. C'est elle qui dit ça. J'étais complètement aligné quand elle l'a dit. Ça revient à ce truc de il va falloir, pour se distinguer, amener de l'opinion, du goût, de la personnalité, de l'émotion dans les produits. Parce qu'en fait, demain, les interfaces avec des fonctionnalités partout, elles ne vont plus exister. Et en fait, tu vas interagir avec un produit parce que tu auras créé une relation avec. Et donc je pense que c'est sans doute pour ça qu'un produit d'ailleurs comme Lovable que je viens de citer, a autant de succès, parce que rien que le produit, le nom du produit, Lovable, donc adorable, est aligné complètement avec l'effet qu'il procure, avec leur brand, avec tout ce qui se passe autour de Lovable. Et je pense que c'est évidemment pas la seule raison de leur succès, mais une des raisons principales de leur succès. Cet alignement des planètes a très bien fonctionné pour eux. Voilà, c'en est fini pour mes 10 prédictions sur le futur du product pour 2026. Pour conclure sur cette vidéo, je pense que 2026 ne sera pas une année d'ajustement et de questionnement comme on a pu voir en 2025. Je pense que 2026 va être une année de filtre, de sélection. On va filtrer les meilleures équipes produits des moins bonnes, on va filtrer les meilleurs produits des moins bons. Ça va se voir très directement, et on va en fait, je pense qu'on va le voir même sur les feeds, sur les réseaux sociaux, ce qui va se passer, il va y avoir de gros mouvements. Je pense qu'en 2026, d'ailleurs, les équipes qui vont gagner, c'est des équipes qui vont penser revenus évidemment, c'est des équipes qui vont utiliser l'IA intelligemment, c'est des équipes qui vont prendre des décisions claires et très rapides, et c'est des équipes qui vont avoir une opinion très forte. Et donc pour clore là-dessus, je pense que moi, l'IA ne va pas tuer le product comme on a pu le lire, il faut qu'on arrête avec ça. Je pense que l'IA va tuer le product moyen, et ça j'en suis assez persuadé. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi aussi si tu avais des prédictions sur l'évolution de ce métier. Ça m'intéresse beaucoup et je serais ravi de réagir en commentaire. Ou dis-moi s'il y a une des prédictions parmi celles que je t'ai dites qui fait tilt ou sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Ravi d'en débattre. Écoute, d'ici là, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne journée et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!